Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Wabalouda. Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Wabalouda. Bonjour. Bonjour. Celui-là, il est trop marrant. Yo tout le monde, c'est Squeezie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il n'y a actuellement personne sur ma chaîne, ça veut dire que je peux faire absolument n'importe quoi. Woup woup. Et j'ai plus rien à dire, c'est la fin. Je vous attends car je suis tout seul. Wouh. Il y a quelqu'un. C'est qui? C'est qui? C'est qui est là? J'ai l'impression d'être vraiment un golden retriever de... Il y a un 1. Il y a un 1 sur l'écran. Pour moi, juste ici. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me regarde. C'est trop bien. J'adore Internet. J'arrête de faire des bêtises. Je suis actuellement en live sur les internets avec évidemment mon binôme du mardi, Ursula Requin, pour vous parler d'attaque surprise. Je sais pas si la musique est trop forte ou pas, je sais pas si le son est bien, je sais pas. Au pire, on va vibrer, hein. On est là pour ça. J'ai réussi à intégrer... La caméra, elle est inversée, c'est vraiment hyper perturbant. Les subs ici. Enfin là, dans votre diagonale, quoi. C'est trop bien, je suis très content. Et je suis à 89 followers. Bientôt les 100. Je croise les doigts. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à faire tourner la chaîne. À faire tourner les serviettes. N'hésitez pas à faire tourner les chaises musicales. Bref, faites tourner des trucs. Ce que vous voulez. Des toupies, ça tourne bien. Coucou Mathieu, comment est-ce que ça va? Dis-moi que ça va bien. Non, me dis pas que ça va bien. Enfin, me mens pas, mais j'espère que tu vas bien, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas ce que j'ai eu un petit pic de stress, mais en mode pic de sucre. Du coup j'ai envie de dire n'importe quoi. Tu n'étais pas là hier, mais j'ai débloqué l'affiliation et j'ai débloqué plein de choses incroyables. Et hier, j'ai voulu présenter une super surprise que j'ai teasée, qui n'a absolument pas fonctionné. Mais tu es là. Et aujourd'hui, la surprise, elle est
débloqué pour toi, parce que en plus, je pense que... Est-ce que tu connais un peu Twitch quand même? Du coup, probablement tu vas avoir la référence, contrairement à tous les gens qui vont pas avoir la ref. Du coup, pour les gens qui s'abonnent, en fait, bon, le story time est que... Je sais pas si t'étais là pour le story time, mais il y a l'emote Kappa qui existe et qui me perturbe grandement parce que je trouve qu'on dirait vachement ma tête. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi il y a des photos de moi? Et comme maintenant j'ai débloqué des choses, et ben j'ai fait ma tête en version Kappa. Et ça me fait trop rigoler tout seul. La ressemblance est vraiment frappante, c'est terrible. Je me dis, mais pourquoi ils ont pris une vieille photo de moi de quand j'avais les cheveux courts? Et en fait, non, c'est pas moi du tout. Voilà, c'est j'ai fait ça la semaine dernière. J'ai dit que je travaillais et tout. Bah, la vérité, j'étais littéralement en train de faire ça. J'en ai fait plein. Oui? Oui. Moi aussi je t'aime. Bon, vous avez un bisou d'Hélène. Ouais, voilà. Ça me perturbait trop. Et du coup, j'en ai fait plein, évidemment, parce que pourquoi s'arrêter à un une fois que j'ai réussi à faire le total découpage de ma tête, je me suis dit, on va pas s'arrêter là, quoi, on va en faire d'autres. Donc j'ai aussi fait le Pride. Mais je viens de me rendre compte d'ailleurs que j'avais mis mon arc-en-ciel à l'envers par rapport au Kappa Pride, alors qu'en plus j'avais pris un exemple. Bref, voilà. C'était vraiment... J'ai l'impression d'avoir, je sais pas, accompli la plus grande œuvre de ma vie, alors que c'est absolument n'importe quoi. Et en même temps, j'en tire une intense fierté et une intense satisfaction. Pour zéro raison. J'ai failli renverser ma tasse sur mon micro. Ah là là, les aléas du direct, comme on dit dans BoJack Horseman. Mais oui, c'est ça. Enfin, vraiment, vraiment, je me suis dit, mais la ressemblance est tellement frappante. Même moi, je confonds. Mais moi, je me dis, mais... Est-ce que c'est ma tête ou pas? Parce que c'est tellement petit et pixelisé que on peut pas vraiment reconnaître ou deviner. J'adore. Passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'attaque surprise. Ça n'est à aucun moment une surprise, puisque ça fait 2 mois que je me dis que je vais faire un live dessus, que je vous dis que je vais faire un live dessus, que je dis à tout le monde que je vais parler d'attaque surprise, et que à chaque fois que je cite attaque surprise dans mes vidéos, je dis ouais, je vous explique pas, je vous expliquerai plus tard. Peut-être si vous avez été un peu curieux ou curieuse, vous avez juste tapé attaque surprise sur internet et vous savez ce que c'est. Si vous l'avez pas fait, tant pis pour vous. Enfin, pas tant, parce que du coup, la surprise va vraiment marcher. Et sinon, c'est pas grave. C'est quand même trop bien, donc ça vaut le coup d'être découvert. Ursula a plein de choses à vous présenter. J'ai tapé, j'aurais peut-être pas dû. N'est-ce pas Ursula? Mais tout à l'heure, on va commencer. D'abord par la transition. Ton gestionnaire de Steam n'est pas en mesure de lancer un raid sur cette chaîne. Bon. Merci Will, c'est super gentil. Et ça a l'air hyper compliqué de faire des raids, je comprends. Je n'en ai jamais fait non plus. Ça me stresse un petit peu, donc je comprends. Bon courage pour tes dessins et merci, merci d'être passé. Ça me fait super plaisir. Alors, écran de transition, je n'ai toujours pas fait comme promis depuis des semaines le générique de la transition, donc je le fais encore une fois à la bouche. Transition qui déchire. Et on se retrouve ensemble ici, sur ce magnifique double screen que j'ai fabriqué grâce à Paint, évidemment toujours grâce à Paint.
Vous pouvez découvrir mon navigateur internet, mais surtout vous pouvez découvrir ce qu'est Attaque Surprise. Et oui, vous avez raison, c'est un Tumblr. Voilà. Point. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un prank. Bien sûr qu'on continue. On est là pour et au moins 1h30, j'espère. Donc on déconne pas. Attaque Surprise, c'est un blog BD, enfin un Tumblr BD, qui concentre beaucoup de gens et beaucoup de séries. En particulier, Le Secret des Cailloux qui brillent. J'ai le t-shirt, car je suis extrêmement fan de cette série. Mais plein d'autres. Ça date de l'époque des blogs BD. Honnêtement, je sais plus quand est-ce qu'il a été commencé, mais il est toujours en cours. Faut savoir que la bande dessinée contemporaine, elle est passée par plusieurs médias. C'est-à-dire que dans les années 2000-2010, il y a ce qu'on appelle l'époque des blogs BD, de la blogosphère. Les gens qui faisaient de la bande dessinée, surtout les jeunes de ce moment-là, publiaient leurs BD sur des blogs. Et les plus connus qu'on peut citer, c'est Boulette Corp, le blog de Boulet, Pénélope Jolicoeur, qui était le blog de Pénélope Bagieux. Il y en a évidemment plein d'autres. Et c'était une façon nouvelle de faire de la bande dessinée, puisque c'était en général très autobiographique. C'était vraiment un fonctionnement de blog, mais en bande dessinée. Et c'est des auteurices qui, aujourd'hui, fonctionnent très bien en tant qu'auteur, autrice de BD. En fait, il y a même eu donc une espèce d'apogée des blogs BD. Il y a eu fait des festivals de blogs BD pour ce milieu-là, qui était en fait un milieu de gens qui se connaissaient toutes et tous. Donc il y en a eu beaucoup. Et il y a eu plein de propositions, de projets qui, finalement aujourd'hui, donnent des choses comme le site Grand Papier, qui est un site de bande dessinée, de lecture de bande dessinée en ligne. Donc les autoristes peuvent mettre les chapitres de leur bande dessinée ou les pages de leur bande dessinée. En général, ça fonctionne par page. Et donc les gens peuvent commenter page après page. Et c'est aussi Grand Papier qui host, qui gère. Coucou Captain Crispy, j'espère que tu vas bien depuis 10 minutes. Je parle des blogs BD. D'ailleurs, j'allais dire, j'ai fait une explication en récap, mais en fait, je crois que absolument pas. J'ai juste été absolument mystérieux, voilà. J'ai oublié de quoi je parlais, évidemment, comme à chaque fois. Ah oui, du coup, Grand Papier, c'est un média pour donc lire en ligne de la bande dessinée, et c'est Grand Papier qui s'occupe de gérer et de coordonner le 24h BD, qui est un challenge, donc, de faire une BD en 24 heures. Et donc, elles peuvent être toutes publiées sur le site de Grand Papier. Je peux même vous montrer carrément le site, de juste vous en parler comme ça. Moi, j'ai lu pas mal de choses sur Grand Papier, c'est aussi un... Ça va laguer parce que j'ai ouvert une autre page internet. 24 heures BD, voilà, vous les avez direct. Vous pouvez aussi sélectionner quel type de bande dessinée vous voulez lire. Il faut pas que je parle quand je clique sur des choses. Ou alors, vous pouvez chercher ou faire des recherches par auteurice ou par genre. C'est très très chouette. Et il y a plein d'auteurices très très cool. Et donc on peut commenter page par page, parce qu'en général les gens publient page par page. Bon. Donc, il y a une génération d'auteurices qui grandissent avec les blogs BD. Mais les blogs BD, c'est un peu compliqué. Ça marche pas toujours incroyablement bien d'ailleurs, à part Boulette Corp,
Il y a très peu de blogs qui sont édités directement, parce que les notes de Boulet, c'est finalement les notes de son blog, qui sont reprises et éditées, donc mises en page pour un format livre et édité, puisqu'à la base, c'est ça la différence, c'est que on fait une BD pour un format internet. C'est ce qui, finalement, aujourd'hui, donne naissance au webtoon. Après des années et des années à lire des bandes dessinées en ligne ou des scans en ligne, on se rend compte que le format de tourner les pages, c'est fatigant au niveau de la lecture, c'est fatigant au niveau des processeurs et d'internet, et que finalement on peut avoir une lecture beaucoup plus fluide si on a un format vertical qui défile. Et tout ça, ça date aussi de ces années-là, donc en fait, de cette espèce de crossover qu'il y a eu entre les enfants d'internet et les enfants de la BD. J'ai l'impression d'être Arthur et de parler des enfants de la télé, je sais même pas si c'est Arthur, je dis des noms au pif. En plus, à chaque fois que je dis Arthur, je pense au dessin animé Arthur. Parce que je sais pas trop à quoi il ressemble le Arthur de la... Enfin, qui est pas dans le dessin animé. Bref, vous imaginez ce que vous voulez. Mais ça a beaucoup marché. Et donc, on arrive à ce Tumblr absolument exceptionnel qui s'appelle Attaque Surprise et qui regroupe des propositions de séries et donc de webcomics. Je les passe un petit peu vite en revue, on va y revenir sur chacune d'entre elles. Bisous de feu de Tarmaz, Cosmoto de Chariot Spiral, à l'époque Megaboy je crois même, Docteur Cataclysme de Mortis Ghost, Football Fantasy c'est Sviane qui fait ça, Le secret des cailloux qui brille, je le garde pour la fin puisque c'est absolument magistral, Mechaniki c'est Exaeva et Félix Laurent, Stigma c'est Quentin Rigaud, Tiny Fantasy c'est Bathroom Quest, et Utena Maniac, c'est... J'ai oublié, je crois, Ima et ESC 10019, quelque chose comme ça. À l'époque, il y avait d'autres séries, il y avait les premiers chapitres des Petits Garçons de Sophie Bédard, et je crois qu'il y avait autre chose, mais je sais plus ce que c'est. Et donc, les gens publiaient régulièrement l'avancée de leur bande dessinée. Donc par exemple... Les Petits Garçons de Sophie Bédard. C'est aux éditions Pau Pau. C'est une bande dessinée absolument incroyable. Sophie Bédard est une autrice vraiment exceptionnelle qui, je trouve, sonne toujours juste quand elle parle des relations humaines. Je capte méga mal, ça coupe fort. Je vais devoir déco. À bientôt, Fissa. À bientôt, Mathieu. J'espère que tu vas bien quand même et passe une bonne après-midi. Et donc, on avait en ligne les premiers chapitres, les premières pages de cette bande dessinée, qui m'avait complètement subjuguée, que j'attendais avec impatience, et que je vous recommande. C'est en un seul volume, c'est très bien écrit, c'est doux amer, ça parle d'amitié, ça parle de relations. Sophie Bédard parle beaucoup de relations. Sa première série s'appelle Glorieux Printemps, c'est en 4 tomes. Et ça raconte l'histoire d'amis qui sont ensemble à l'équivalent du lycée. Je crois qu'ils sont au cégep, donc c'est l'équivalent québécois, c'est un petit peu après le lycée. Et ben, ils vont devoir se quitter à un moment, ça va être la fin de l'année, puis c'est leur vécu, leur scolarité, leur relation entre elles, avec leur famille, avec leurs amis. Et c'est très beau, c'est très touchant. C'est je trouve, un trait qui véhicule beaucoup d'émotions. Donc, bref, J.A. Banger, j'adore. Bisous de feu, c'est une série créée par Tarmaz. J'ai cliqué, alors j'arrête de parler. Quand j'étais au collège, on avait tous nos livres de cours sur une plateforme en ligne et chaque personne qui tournait la page faisait là que toute la classe bien dans le thème. Bah ouais, voilà, c'est ça. Vraiment. Mais je pense que j'hésitais à préparer un PowerPoint comme la dernière fois pour les représentations queer, ou alors aller directement sur internet, et je me suis dit mais j'ai tout sur internet, qu'est-ce que je vais m'embêter à faire un PowerPoint? Et en fait j'aurais dû, parce que mon ordinateur n'est pas non plus incroyablement puissant et il lag beaucoup, donc on va y aller doucement.
Donc Bisous de feu, c'est fait par Tarmaz, qui a été connu pour, je pense en particulier, sa deuxième bande dessinée, Alma. Avant, elle avait fait Voyage en République du Crabe, et là, elle en a sorti une troisième. J'ai complètement un blanc, donc j'ai oublié le titre. Je vous le recommande beaucoup. Elle travaille à Bruxelles avec Elodie Chanta. Elles ont un atelier qui s'appelle Rascas, qui est un atelier de tatouage et d'illustration. Et donc, Bisous de feu, c'était une série en 5 épisodes qui raconte l'histoire de notre héroïne. J'ai oublié comment ça s'appelait. J'ai envie de dire Anna, mais je crois que c'est pas ça. Qui veut se faire élire présidente des élèves, enfin, représentante des élèves à l'école de magie. Et donc dans la série, on la suit alors qu'elle arrive, elle est un peu nouvelle, elle est un peu perdue. Et puis, bon, bah, elle rencontre les cool kids, et puis voilà, enfin... Et la série compte 5 épisodes, c'est pas terminé, mais elle a été déclinée dans un jeu vidéo, vraiment RPG, fait sur, je crois, RPG Maker, avec, je crois, les musiques je crois que c'est Exaeva qui a fait les musiques, et c'est super chouette, c'est disponible en ligne, c'est gratuit, vous pouvez télécharger le jeu, vraiment... On arrive dans une école... Enfin, on est dans l'école de magie, c'est le jour des élections. Il faut que on parle au plus de gens possible pour pouvoir récupérer le plus de voix. Mais en même temps, on a un contrôle dans l'après-midi, donc il faut penser à passer à la bibliothèque pour réviser pour le contrôle. Et donc, on suit juste toute une journée de cours dans la peau d'une jeune étudiante à l'école de magie qui veut se faire élire. Et donc on parle à tout le monde, et puis il y a des gens qui ont des petits secrets, alors on essaye de deviner les secrets ou de les aider. C'est génial, vraiment génial. Moi j'ai raté, j'étais à ça d'être représentant des élèves et j'ai raté mon coup, donc je vais recommencer bientôt. Et peut-être que je le ferai en live quand j'aurai un peu plus de puissance dans mon ordinateur, où je pourrais... faire des choses autres que vous montrer des PowerPoint, mais c'est vraiment un jeu qui est très chouette, qui est vraiment hyper court mais hyper agréable à faire. Donc après Bisous de feu, il y a Cosmoto. Il y a juste un épisode. Je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir qu'il y avait une autre série de Chariot Spiral, mais peut-être pas. C'est très chouette. Chariot Spiral, c'est très sombre et glauque en étant drôle. C'est toujours une manière compliquée de décrire. Moi, j'avais bien aimé ce premier épisode. À cette époque des blogs BD, il y avait, c'était aussi l'époque, je sais même pas si c'est encore actif. J'ai envie de vous montrer, mais souvent il y a des trucs Peggy 18, donc du coup je vais peut-être pas le faire pour pas me faire strike ma vidéo. Mais Chariot Spiral, sous son premier pseudo de Megaboy, il publiait sur un espèce de blog BD d'humour noir, absurde, parfois très glauque et parfois très problématique, qui s'appelait, mais qui était en fait aussi très drôle, qui s'appelait Glory Owl. Cool, nouveau follow, merci Captain Crispy pour le follow. Merci pour le follow. Merci pour ce jingle Clara, vraiment je ne m'en lasserai jamais. Et c'était Glory Owl, genre comme une chouette, OWL. Et donc c'était des strips. Il y avait donc Bathroom Quest aussi qui bossait là-dessus. Il y avait Gad. Il y avait donc Megaboy. J'ai absolument oublié le nom des autres gens. Et bah à la prochaine Captain Crispy et merci d'être venu. Ça me fait très plaisir. Merci pour le follow. Je sais pas pourquoi il relance la musique, mais vraiment ça me rend heureux. Là, on arrive sur une série qui est finie, qui a été éditée
chez l'employé du mois en format papier. C'est Docteur Cataclysme de Mortis Ghost. Je trouve que c'est une série absolument incroyable. J'ai adoré. Je suivais... je crois que c'est l'un des trucs que j'ai le plus suivi avec Naruto quand j'étais jeune. Je lisais un chapitre par semaine et là j'attendais le nouvel épisode de Docteur Cataclysme. Je sais pas comment expliquer, je trouve que c'est une série qui est incroyablement prenante avec des personnages super attachants. Je vais les acheter, je sais pas encore quand j'aurai le temps et l'argent parce qu'en fait je suis pauvre, voilà. Quand même, disons les choses. Mais c'est absolument incroyable. J'ai adoré chaque épisode. On suit l'histoire d'un man qui livre des objets et il se fait tirer dessus. Il est vraiment livreur, c'est Death Stranding dans l'espace. Et il se prend une flèche d'or dessus, et à partir de ce moment-là, il commence à développer des pouvoirs chelous, mais du coup, les gens commencent à le poursuivre. Et il y a des moments où on le suit pas du tout lui et son crew, on suit d'autres persos, et en fait, tout est lié, évidemment. Il y a aussi, du coup, un invité par épisode. C'était quelque chose qui se faisait beaucoup dans les blogs BD, justement, de travailler ensemble. Et donc d'avoir des gens qui viennent faire des espèces de guests sur des épisodes. Ce qui est génial, c'est que là, c'est vraiment plutôt l'équipe d'Attaque Surprise. Donc Tarmas, dont on a parlé tout à l'heure, Chariot Spiral, Laurine Le Saint, Exaeva, Myriam Mal, Saturnome, tout ça, c'est des gens qui ont travaillé aussi sur Le Secret des Cailloux qui brillent. Myriam Mal, donc si vous connaissez pas, c'est une autrice de BD française qui vit à Montréal, qui a été connue en particulier pour son premier ouvrage Commando Culotte, qui est aussi un blog qui a été adapté en bande dessinée, donc chez le label 619 de Ankama, qui du coup parlait des dessous de la pop culture, des séries et des films, et du féminisme. C'est une super BD, c'est très intéressant. Et puis ensuite, elle a fait 2 romans graphiques. C'est comme ça que je disparais et j'ai des problèmes vraiment de mémoire, c'est terrible. Et sa deuxième qui est sortie cette année, qui est absolument incroyable. J'ai oublié le titre, je vous la recommande, je peux vous la prêter, comme toujours. Saturnome, c'est un BDiste québécois. J'ai des fanzines de lui qui sont absolument incroyables. Il aime beaucoup le cinéma des années 20. J'ai découvert plein de choses grâce à lui. Donc Hello Sterve, aujourd'hui elle publie des bandes dessinées sous le nom d'Elodie Chanta. Hello Sterve, c'était son ancien pseudo de quand elle avait un blog BD qui s'appelait aussi Hello Sterve. Pareil, que j'ai suivi avec beaucoup de... Vous avez trouvé le mot, d'accord, moi pas, mais vous l'avez, j'étais tout le temps dessus. Je trouvais ça... Enfin, c'est beaucoup d'humour très décalé et très... En fait, noir mais absurde. Enfin, c'est génial, j'aime énormément. Et j'adorais ce blog, ça me rendait zinzin. Et du coup, elle travaille aujourd'hui à Bruxelles avec Tarmaz. Elle a fait Cécile et les objets cassés. Et voilà, comme d'habitude, j'ai oublié tous les titres. La prochaine fois, en fait, vraiment, je préparerai ma bibliographie. Alors, Ulysse Malassane, je connais son nom, j'ai oublié ce qu'il a fait. Jeanne Ballas, elle a aussi beaucoup travaillé sur Le Secret des Cailloux qui brillent. Et Sophie Bédard, je viens de vous en parler. Johan Sacré, je le connais beaucoup parce qu'il a fait Minimage chez Punch, qui est aussi un incroyable banger. Marie Spénal, j'ai lu des BD d'elle, Vincent Co aussi. Bon Sviane, je vais vous en parler plus tard. Bref, en fait c'est plein de jeunes personnes qui travaillent ensemble et qui aujourd'hui sont les grands noms de la bande dessinée contemporaine, selon moi.
Je pense que d'autres gens ne seraient pas d'accord. Mais je mourrai sur cette colline et j'ai plein d'arguments, donc on pourra débattre autant que vous voulez. Je sais que j'ai raison. Je vous donne les arguments dans un instant, juste comme j'ai cliqué, il fallait que j'arrête de parler pour pas que ça bug. Ça a lagué. Le seum est grand. Football Fantasy, la description c'est: à un moment donné, j'ai fait un rêve super violent et super réaliste. J'ai commencé à le dessiner en BD, puis je me suis demandé ce qu'il pourrait se passer ensuite. Voilà. Football Fantasy, ça vient d'être édité en bande dessinée. Je sais plus à quelle maison d'édition ça a été édité. Le bouquin a l'air trop beau. J'ai super hâte de le lire. En fait, le problème c'est que moi j'achetais la revue La Jungle, qui devait être une revue en 8 tomes, une espèce de gros fanzine fait par Svian. Est-ce que je l'ai là? Non, je crois qu'il est en bas. Non, il est dans la bibliothèque en bas, je vous le présenterai mardi prochain. Et en fait, le problème c'est que ça n'est disponible qu'au Québec. Donc j'ai acheté les 4 premiers numéros et les 5 et 6 sont déjà plus dispo et je peux pas me faire livrer les 7, 8, 9. Donc je suis complètement BZ, comme on dit. J'ai un petit peu le mort, parce que j'aurai jamais la fin. Mais je vais acheter Football Fantasy bientôt. Et donc, dans La Jungle, c'est vraiment un fonctionnement de fanzine, mais assez énorme. Et donc, Svian raconte plein de choses de sa vie, des blagues, des BD, tout ça. Et donc, il y a un chapitre à chaque fois de Football Fantasy. On sait pas vraiment ce qui se passe. On suit 2 gamins. Il y en a un... on a un peu l'impression qu'il a des pouvoirs, mais on n'en sait pas non plus beaucoup plus. Et il s'enfuit. Il s'enfuit d'un espèce de centre flippant dans lequel ils étaient plutôt enfermés. Et ils se retrouvent... Après, ils sont poursuivis. Et ils vont se planquer dans une ville. Et donc, on essaie de comprendre pourquoi ils sont là, ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai absolument pas montré. J'aurais pas dû cliquer. Je vous ai absolument pas montré les styles graphiques des gens. Et donc, on a vraiment c'est vraiment une BD, quoi. Ah, ça me fait des émotions. Il y a écrit Piou. Voilà, bah c'est littéralement ce que je vous ai raconté. C'est un personnage qui s'enfuit. Ça me fait... Je suis désolée, ça me fait trop d'émotions. Trigger warning, man mort. Et enfant qui pleure. Et là, utilisation du pouvoir. Je suis désolée, je suis complètement partie à bouquiner alors qu'en fait j'étais censée vous parler de choses. Ah non, ça me fait des émotions. Il faut pas que je fasse ça. Pourquoi je fais ça? Bref, je parlais de Football Fantasy. Svian, elle est connue... déjà parce que c'est l'un des plus grands noms de la BD québécoise contemporaine. Point. Elle est spécialisée aussi en musique. Elle a fait beaucoup de... Elle est compositrice, elle a fait de la musicologie. Elle aussi, elle avait un blog BD, Back in the Days, qu'elle a publié dans La plus jolie fin du monde. Et elle a écrit pas mal de choses, dont, moi, mon top préf, c'est Ping Pong, qui est un essai dessiné de théorie sur les ponts et les ressemblances entre la bande dessinée et la musique. Ça s'appelle Ping Pong parce que c'est un échange entre plusieurs personnes. Et en 2015,
si mes souvenirs sont bons, est sortie une édition augmentée de Ping Pong avec ses commentaires à elle et les commentaires d'autres gens. Ce qui fait que c'est pareil, je l'ai absolument oublié. Je vous la montre mardi prochain. Mais la bande dessinée est éditée avec des marges. Et donc la bande dessinée est publiée d'une couleur, l'ancienne bande dessinée. Et dans les marges, Svian a noté ses commentaires. Donc je sais plus combien de temps s'est passé entre la première et la deuxième version, mais du coup c'est génial. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles elle est encore d'accord, il y a des questionnements qu'elle se pose encore, puis il y a des choses sur lesquelles elle a avancé, ou elle a plus de réponses. Donc elle ramène des éléments de réponse. Et dans cette version, il y a des commentaires de collaboration, et donc à la fin de l'ouvrage, il y a l'avis de telle personne sur tel truc. Donc il y a Lewis Trondheim, il y a Caton. Il n'y a pas que Trondheim et Caton. Là, je me rappelle que de Trondheim et Caton. Je vous en dis plus la semaine prochaine. Mais c'est un très très chouette ouvrage, même je trouve, de théorie artistique, que je trouve passionnant. Et c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans la bande dessinée contemporaine, c'est que on va complètement abandonner le réalisme et le pseudo-réalisme qui a été de mise sur une très grande partie de la bande dessinée franco-belge dans les années, franchement, 70 à 2000, pour aller vers un style plus personnel des artistes, un dessin un peu plus épuré, des traits un peu plus ronds, mais qui vont donner beaucoup plus et véhiculer beaucoup plus d'émotions. En fait, on va plus s'approcher des personnages pour en donner à voir une palette émotionnelle. Et donc, je trouve s'éloigner d'un surréalisme qui rend les choses très froides. Et qui, moi, me dérange un petit peu dans cette bande dessinée des années 80-90, je pousserais même jusqu'à 2000, parce que je trouve que c'est difficile justement de ressentir les émotions, alors que là on est en plein dedans, et justement ça donne, je trouve, des lectures beaucoup plus fluides et beaucoup plus amusantes aussi. Même si c'est triste, même si c'est dur ce qu'on lit, il y a je trouve, un côté plus proche que j'adore. Le secret des cailloux qui brillent, je le garde pour un dernier. Mechaniki. Ça bug tout le temps. Je vais arrêter de faire ça. Il y a une version anglaise, portugaise et allemande. Quel banger. Mechaniki, c'est une série d'Exaeva et de Félix Laurent. D'ailleurs, Exaeva a sorti un jeu vidéo qui est plutôt un jeu narratif sur Steam qui s'appelle Steel Heroes, que quand j'aurai un ordinateur qui marche, je vais le faire en live. J'ai très très hâte. Ça promet d'être incroyable. L'histoire a été publiée. Tu veux présenter Ursula ou tu veux pas présenter? C'est Ursula qui les a. Merci de ne pas spoiler parce que je n'ai pas encore lu le tome 2. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est de la fantasy, c'est de la SF, il y a de la bagarre, il y a de l'amour, il y a de l'aventure, ça fait peur, c'est triste. C'est trop bien. Vraiment, vraiment, je les garde comme ça et je trouve ça incroyable. J'aime tellement Mechaniki. Je suis tellement attachée. Ça me fait trop d'émotion. Le principe de Mechaniki, l'histoire de Mechaniki, c'est ce personnage-là. Elle s'appelle Nikki. Surprise, comme tout le laisser présager, c'est son nom. Et elle habite dans un village classique. Vous vous dites, bon, bah un village, d'accord, ok, on peut le faire. Le problème, c'est que
dans ce village, les gens, ils ont une malédiction. Et les gens, ils se transforment en pierre. Pas Pierre le dresseur Pokémon, juste en caillou, quoi. Littéral caillou. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et on ne sait pas comment enrayer cette maladie qui contamine peu à peu tout le monde. Nikki rêve de partir à la recherche d'un remède, et surtout de partir sur les traces de son père qui est, lui, précédemment, parti à la recherche d'un remède. Évidemment, sa mère ne veut pas, parce que bon, on a déjà perdu un daron, ce serait bien de ne pas perdre un enfant, il n'en resterait plus qu'un. Finalement, Nikki décide de ne pas écouter sa daronne, qui est plutôt quelque chose de classique dans toutes les histoires d'aventure. Et elle part de chez elle avec un petit robot qui fonctionne à la soupe. Je sais plus son nom, mais c'est mon préféré parce que c'est un robot qui fonctionne à la soupe. Et donc elle traverse la forêt. Dans la forêt, il y a des monstres, c'est la bagarre. Et après, il se passe plein de choses. Et en fait, c'est un truc assez classique des histoires d'aventure, de l'aventure en général en tant que genre littéraire, on quitte le village et en fait on se rend compte que le monde il est beaucoup plus vaste. Et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement bien fait là-dedans. Parce que du coup à chaque fois, progressivement, on a l'impression qu'on dézoome la carte. Et donc on en apprend un petit peu plus, on a des réponses à nos questions. Et donc j'ai pas encore lu la fin, mais le premier tome, c'est du rebondissement sur rebondissement. On ne peut pas enfin vraiment, je trouve que on s'ennuie pas une seule seconde. Ça passe à toute vitesse, c'est hyper difficile. Enfin vraiment, moi je l'ai pas lâché à partir du moment où je l'ai commencé. Ursula, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, on est d'accord. C'est... Vraiment, il y a une expression avec souffle, non? Je sais pas. J'ai des bribes de mots et j'ai jamais les bons mots. Donc là, j'ai très hâte de lire le tome 2. Peut-être je vais le faire très bientôt. Et oui, mais une super histoire, vraiment. Et les dessins sont, je trouve, très dynamiques, très attachants. Je dis beaucoup attachant, mais c'est parce que j'ai du mal à lire des trucs si je m'attache pas au personnage. J'ai besoin d'avoir un lien émotionnel. Donc c'est toujours positif si je m'attache. Mais ouais, je trouve que la façon de raconter l'histoire, elle est très bien gérée. On a suffisamment de réponses pour pas être déçu, et en même temps suffisamment de questions pour en vouloir encore et encore et encore. Ouais, c'est ça, je trouve le dessin extrêmement dynamique. On est pris dans les actions, on les fait avec les personnages, on n'est pas perdu. Enfin, je l'avais déjà dit la dernière fois, moi il y a des fois où vraiment j'ai du mal à lire les actions dans les bandes dessinées, où je suis perdue, et là pas du tout. On est embarqué du début à la fin. J'ai super hâte de lire la suite maintenant que je l'ai sous la main, là je ne pense qu'à ça. Ensuite on a, et je le laisse sous la main aussi, il a été édité, Stigma, Odyssée Sporale. C'est de Quentin Rigaud. Donc il y avait Camilla Navas au début sur le scénario du début. Ça a été édité chez Casterman. Je l'ai vu, Quentin Rigaud, aux Utopiales. Il m'a fait une très belle dédicace. Stigma, c'est pareil, c'est une série que j'ai beaucoup suivie et que j'attendais. Alors déjà, il y a des couvertures sur les chapitres, ça me rend super content, ça fait très comics, j'adore. C'est effectivement une méthode de publication qui est beaucoup plus proche du comics ou du manga que de la bande dessinée franco-belge. Enfin plutôt, en fait, plus proche même que les revues
C'est-à-dire que on va avoir un chapitre régulièrement, donc avec des invités, des bonus, ce genre de choses. Ce qui correspond beaucoup à ce que fait... à ce qu'on fait dans les comics. Parce que par exemple, dans les comics, à la base, on publiait seulement... Enfin, c'était publié dans des anthologies. Et donc, par exemple, dans l'anthologie Thor, il y avait 10 pages de Thor, d'une histoire à suivre, 10 pages de Spider-Man, 10 pages de Daredevil. Et donc, il fallait acheter ton petit magazine toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, et il y avait des artistes invités qui faisaient les couvertures. Là, on est plutôt sur des artistes invités qui font des bonus, mais ça marche à peu près pareil. Stigma Odyssey Sporal, c'est du space opéra de science. On suit une équipe qui travaille pour une espèce, pour un labo de recherche. Je sais plus comment il l'appelle, je crois qu'il lui donne un nom régulièrement, style le centre, classique quoi, le labo. Et ils sont censés s'occuper d'un espèce de champignons. Ils doivent en ramener un morceau, enfin prélever des échantillons. Mais ils sont censés être sur une planète qui est totalement déserte et ça n'est pas le cas. Petit suspense. Donc, qui sont ces gens qui habitent sur cette planète alors que la planète, elle est notée déserte partout? Elle est notée inhabitée. Est-ce que c'est des gens qui se cachent? Pourquoi est-ce qu'ils se cachent? Bon, il y a aussi une histoire de maladie. Ça parle... Comme Mechaniki, je trouve que les deux se ressemblent sur plein de points. Ces deux récits d'aventure qui parlent de lutte sociale, qui parlent de lutte contre un oppresseur beaucoup plus grand, contre le capitalisme, contre le patriarcat. C'est vraiment très agréable et j'aime beaucoup que ces structures narratives, qui sont des structures qui ont été beaucoup utilisées justement pour promouvoir des personnages féminins comme des faire-valoir ou comme des objectifs, des objets, ce soit complètement retourné par des auteuristes qui, justement, en ayant conscience de toutes ces structures narratives, vont travailler à utiliser le même schéma en retournant les clichés et du coup en écrivant des histoires qu'on connaît mais qu'on redécouvre encore et encore, et ça fait du bien, c'est très frais et ça a ce goût c'est à la fois suffisamment nouveau pour avoir envie d'en avoir encore plus, et c'est aussi des choses qu'on connaît, et donc c'est très rassurant. Je trouve qu'à chaque fois, j'ai pas l'impression de me dire « Oh là là, est-ce que je me lance dans un obscur roman graphique qui renouvelle totalement la façon de narrer des histoires et qui va me laisser complètement perdue parce que j'aurais pas compris tel truc ?» En fait, non. En fait, c'est vraiment une structure narrative classique du mythe, de l'épopée, de l'aventure. Et c'est juste hyper satisfaisant. Moi, j'adore ça. Donc, il y a forcément le moment où le héros ou la héroïne a l'impression d'avoir trahi. Il y a peut-être des fois des histoires d'amour, mais en fait, ça se passe pas comme prévu. Ah, ça me rend si content. J'adore. Et puis, c'est aussi des auteuristes plus jeunes, donc qui sont de la génération des millennials, mais qui sont aussi des gens qui réfléchissent à la façon d'écrire des histoires et à ce qu'on doit
ce qu'on veut faire dans des histoires. Et donc, je trouve que c'est des œuvres aussi qui parlent de représentation, qui montrent de la représentation. Dans les deux, il y a des couples queer, dans les deux, il y a des personnages, LGBTQIA+, il y a des personnages handicapés, il y a des personnages racisés, et en même temps, eh ben, c'est pas le point de l'histoire. Et ça aussi, ça fait du bien, et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans cette nouvelle génération de BDistes, et qui est hyper agréable. C'est-à-dire que on va pas tourner la totalité de l'histoire sur le fait que le personnage principal, il lui manque un bras, enfin il lui manque même ses bras, et que elle a une prothèse. Mais en fait on s'en fout. L'histoire c'est pas oh là là comme c'est dur de vivre avec un bras manquant. L'histoire c'est mon pote, qu'est-ce qu'on va faire pour cette planète. À chaque fois c'est ça, et enfin ça fait vraiment du bien justement d'avoir des histoires dans lesquelles on se sent représenté, mais où on n'est pas tourné dans du pathos ou dans de la dérision. Moi je trouve ça hyper agréable et hyper doux, et en fait j'ai envie d'en lire plus. Je pense que mon gros point c'est donner mon plus, c'est trop bien. D'ailleurs Quentin Rigaud, donc, qui a fait Stigma, travaille aujourd'hui sur un nouveau projet qui s'appelle Morte Sève. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc, on arrive... Ah non, pardon, je suis perdue. Stigma, on y est. Teeny Fantasy, c'est... J'arrête de parler. Non, mais je ne vais pas m'inscrire sur Tumblr maintenant. C'est une série de Medieval Fantasy... donc fait par Bathroom Quest. Il y a le chapitre 1 sur Attaque Surprise, je crois qu'il y en a plus sur Grand Papier, et ben, je sais plus si c'est édité ou si ça l'est pas encore, mais c'est très très chouette parce que c'est du Medieval Fantasy, donc du Medfan, mais comme le dit la description, il y a les grands héros qui affrontent des péripéties qui engagent le sort de l'univers tout entier, et puis il y a les autres qui vivent leur vie quotidienne dans tout ce bordel. En fait, on suit l'histoire de deux personnages qui sont des mages, une qui est encore en formation, et donc qui est l'apprentie de la seconde. Et puis, bah, en fait, leur vie, quoi, il y a la guerre, ok, donc on peut pas passer par là. Ah, on peut aller dans ce village parce que justement, comme il y a la guerre, on va pouvoir vendre des amulettes aux chevaliers qui vont crever. Ah, ok. Bon, bah là, il y a des brigands qui vont nous attaquer dans la forêt, alors comment on fait ? Et je trouve ça justement aussi très intéressant de se pencher sur la vie des personnages secondaires. C'est une BD sur les PNJ. Les PNJ, ils font quoi ? Bah, les PNJ, ils ont aussi une vie, et ils ont aussi leur vie. Et parfois c'est pas très héroïque, mais parfois ça l'est. Donc, pourquoi est-ce qu'au lieu de s'intéresser aux héros, on s'intéresserait pas un peu plus aux PNJ finalement ? Et je trouve que c'est très... c'est une thématique qui revient souvent dans la bande dessinée de Bathroom Quest, qui parle vraiment beaucoup du quotidien. Donc, à part Teeny Fantasy, il fait aussi beaucoup de petits strips. D'ailleurs, je crois que ça a été édité en un volume de strips ou de planches. Et c'est vraiment ça, c'est juste... je suis une personne du quotidien, et qu'est-ce que c'est le quotidien ? But also, ce quotidien, il est pas exempt de poésie, il est pas exempt de beauté, c'est pas exempt qu'on en parle. C'est important de parler du quotidien parce que, si c'est pas toi le personnage principal de ton histoire, ça sera personne d'autre. Donc, bien sûr que t'as des choses à dire. Et je trouve ça très beau et très touchant, justement parce que c'est pas écrit sous la forme d'une biographie, c'est écrit sous la forme de strips, de planches, de juste une illue.
Et ça rend les choses encore plus marquantes. J'ai envie de le comparer à Sampé alors que il y a comme pas tant... Enfin si, moi je vois la ressemblance, je sais pas si les gens vont la voir, mais Sampé c'est l'illustrateur du Petit Nicolas, c'est comme ça qu'il est le plus connu. Mais c'est aussi un illustrateur qui a fait beaucoup de planches et de grandes compositions. Et en général, les illustrations de Sampé, c'est une illu et une petite ligne de texte juste en dessous. Et c'est souvent très... c'est des choses qui sont très poétiques, très douces. Et moi, c'est ça que j'aime chez Bastion Quest, c'est que même quand il parle de... Même quand il parle de la fin du monde, même quand il parle de lutte sociale, même quand il parle d'une blessure personnelle, il y a cette espèce de douceur et de poésie du quotidien qui plane un peu sur tout. J'avais beaucoup aimé le chapitre 1 de Tiny Fantasy et il va falloir que je me remette à tout lire parce que j'avais beaucoup aimé. Et en dernier, Utena Maniac. Donc comme je vous disais, Ima au dessin et STC019 au scénario. C'est de la bagarre. Mais alors de la bagarre à fond. Voilà. C'est Utena Maniac. Elle fait de la boxe. Elle tabasse des gens. Also, elle a une ennemie jurée, mais also, c'est peut-être sa loveuse. Qui même le sait? Bah, du coup, moi, parce que j'ai lu. Et vous, parce que je vous le dis. Voilà, c'est ça. Et là, c'est vraiment... giga bagarre. Et c'est... Vraiment, il y a écrit Shoujo à Shonen. Bah, shonen, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que... le shoujo, on va plus se concentrer sur les relations entre les personnages. Et shonen, c'est beaucoup plus d'action. Shonen, c'est la bagarre. Il y a des shoujo de bagarre. Ça n'est pas la question. C'est juste que shonen, c'est plus sur l'action. Et donc là, c'est ça, parce qu'on va se concentrer sur les sentiments de ces personnages, donc de Utena Mania, qui est aussi des personnages qui gravitent autour d'elle. Mais on n'exclut pas la bagarre et on est aussi là. On est aussi là pour de la bagarre, on est aussi là pour du sang. On est aussi là pour des boyaux, pour des tripes, des... Pas tant en vrai, mais bon, la bagarre quoi. J'en ai un excellent souvenir. J'avoue, je l'ai pas lu depuis longtemps. Je sais plus de quand date la première publication. 2015. J'ai cassé internet. J'ai tout cassé, il n'y a plus rien qui marche. Voilà, vous faites une idée de quel niveau c'est la bagarre. Utena Maniac, l'ogresse ultra violente. Explosion. C'est trop chouette, j'avais trop aimé. Bon, et maintenant, on passe au vif du sujet. J'ai cassé internet. Je suis désolée, ça bug tellement. Le secret des cailloux qui brillent, c'est une série collaborative et collective organisée donc par Thomas Mathieu. C'est trop bien. C'est du medieval fantasy-ish. On va suivre plein de personnages. Il va y avoir de la magie,
il va y avoir de la guerre, il va y avoir de trahison, il va y avoir de l'amour, il va y avoir des secrets, il va y avoir logiquement des cailloux qui brillent. Il y a un site dédié, j'ai cliqué, j'aurais pas dû cliquer, voilà, qui s'appelle le secret des cailloux qui brillent.com. Il y a aussi une boutique sur laquelle j'ai eu ce merveilleux t-shirt du secret des cailloux qui brillent. Et donc la présentation des personnages, tous les épisodes ils commencent à chaque fois par une carte pour savoir où on est. Ça c'est le logo du secret des cailloux qui brillent. Je l'aime trop. J'adore. Donc on va suivre tous ces persos qui habitent à des endroits différents et qui vont finalement tous et toutes être liés. Tac, le premier épisode il est dessiné par Tarmaz. Et franchement je sais plus en quelle année ça a commencé, ça s'est fini en 2018, il y avait un épisode tous les mercredis. C'était trop bien. Donc là par exemple, ça se passe en haut à gauche sur la terre des démons. Et donc la petite flèche elle clignote, ça veut dire qu'il faut appuyer sur la petite flèche. Et voilà. Et là c'est trop bien. Donc en fait là vous pouvez juste lire votre BD, case par case. Mais l'avantage de faire une BD sur internet, c'est qu'on peut travailler sur l'interactivité des choses. J'adore Grut, c'est un de mes personnages préférés. Et il va se passer plein de choses. Il va y avoir plein d'interactions. C'est ça qui est très cool. La bande dessinée devient un média à moitié fixe, à moitié animé. Ce qui change de son art narratif complètement figé de base. Et ce qui, moi, m'a beaucoup passionné dans cette série, c'est que l'interactivité, elle va finalement prendre de plus en plus de place à l'intérieur de la série. Il va y avoir des séries où on ne peut pas avancer l'histoire tant que la personne qui le lit n'a pas cliqué à un endroit. Il va y avoir un épisode qui m'a bloqué. Il y a un épisode où il y a une énigme. Et je suis nulle en énigme, mais nulle. Mais vraiment, je suis... C'est comme les rébus. Je suis incroyablement mauvais. Je n'y arrive pas, je ne comprends rien. Là, c'est Emmanuel Espinas qui fait l'épisode. Voilà. Est-ce que c'est pas incroyable? C'est juste trop bien. Vraiment, c'est... Comment on peut... Comment on peut trouver que c'est pas une révolution dans la façon dont on gère un système narratif, dont on gère une création artistique. Et donc, je vais pas lire tous les épisodes parce que je vous laisse la surprise, parce qu'il va falloir que vous découvriez le secret des cailloux qui brillent et que vous lisiez les épisodes. Mais donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Jeanne Ballas, Valentin, je sais pas si c'est Valentin Sèche. Lucie, c'est Lucie Brion qui a publié Voleuse il y a pas longtemps. Timothée Le Boucher, bon bah voilà, le man est giga connu en particulier pour Ces jours qui disparaissent et Le Patient. Et en fait, on en apprend de plus en plus. Et les personnages sont repris, il y a plein de choses qui sont rajoutées au fur et à mesure. Il y a des épisodes qui sont beaucoup plus animés que d'autres. Donc il y a l'épisode de l'énigme où vraiment on peut pas passer à la suite sans trouver la réponse à l'énigme. Et je me suis cassé la tête dessus. Et en plus, je voulais pas trouver tout seul. Je voulais pas regarder sur internet.
Je me suis torturé la tête. Et donc en fait, on est obligé de taper la réponse, sinon la porte elle s'ouvre pas, et sinon on peut pas lire la BD. Il y a un épisode qui est une comédie musicale. C'est tellement bien. Et c'est aussi très précurseur de ce que le webtoon fait aujourd'hui, avec des épisodes qui sont interactifs, des épisodes qui sont musicaux, avec de la musique intégrée, ou des sons, ou parfois des animations. Évidemment, les blogs BD, ça a été des moments d'expérimentation de ces choses-là, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup mis l'emphase sur Attaque Surprise, c'est parce que pour moi, c'était un lieu de test, de création. Et d'expérimentation qui est absolument passionnant. Et aussi parce que c'est vecteur de lien entre donc une génération d'auteuristes qui, ben, en fait, pour moi, font la grande bande dessinée d'aujourd'hui. C'est des gens qui ont, je pense, avec le secret des cailloux qui brillent, mais surtout avec leur carrière personnelle, ont créé une nouvelle façon d'écrire les histoires et une nouvelle façon de raconter les choses. C'est quelque chose, cet arrêté, c'est celui-là, l'épisode musical, qui est trop chouette. J'aimais trop. Et donc, bah, on retrouve des gens d'Attaque Surprise, donc Mortis Ghost par exemple, et on trouve d'autres gens. Donc là, plus haut, il y avait Myriam Mai, il y avait Gauvin Manhattan, Thomas Mathieu, donc je trouve ça absolument génial. La façon de composer les choses est trop bien pensée. Donc là, c'est avec Jules Marot. Ah, c'est la bagarre. Oh là là, c'est trop bien. C'est pas long, parce que la saison 1 fait 19 épisodes et la saison 2 fait 36 épisodes. Donc ça fait 55 épisodes. Je crois que j'ai fait les maths comme il faut. Mais pour moi, cette façon d'abord de réfléchir la bande dessinée comme un média qui non plus ne fonctionne que par lui-même, ce qui était, je trouve, quelque chose de très acquis dans la bande dessinée franco-belge, et en fait plutôt même la bande dessinée francophone, jusqu'aux années 2010, c'est qu'en fait, bah, pour moi ça tournait un petit peu en rond. J'avais l'impression qu'on n'avançait plus au niveau de ce qu'on fabriquait comme histoire, au niveau de ce qu'on racontait, au niveau de ce qu'on voulait présenter comme émotion, comme palette de sentiments, comme graphisme. Et Attaque Surprise, ça m'a permis de plonger dans les aventures d'une tonne de personnages. Oh, coucou Exaeva. Et bah de rien, en vrai, c'est aussi hyper touchant pour moi parce que je lis Attaque Surprise depuis des années. Ouais, il y a toujours le daydream de Jules, mais je savais pas si c'était normal ou pas. Mais ouais, je trouve que c'est à ce moment-là que c'est concentré une grosse partie des grands noms de la bande dessinée francophone. Ça a permis de créer des liens et que ça a permis en fait aux gens de se lancer. Et ces expérimentations-là, elles ont été utiles pour tout. Elles ont été utiles pour moi pour redécouvrir la bande dessinée. Parce que je crois que j'étais aussi à un moment où
je savais plus vers quoi me tourner au niveau lecture, parce que bah, mes parents sont très très fans de BD, donc j'en ai lu beaucoup, mais mes parents sont très fans de franco-belge, classique 48 pages cartonné couleur, sur du papier glacé, et je trouvais que ce soit au niveau du graphisme ou au niveau de la narration, ça tournait vraiment en rond. Et avec Attaque Surprise, on arrive sur une période où une jeune génération dit ben la bande dessinée ça peut plus être ce que c'est actuellement. Parce qu'en fait ça marche plus. Et parce qu'en fait nous on existe et nous on veut faire des choses qui nous plaisent et pas faire les choses qu'on nous demande de faire. Et pour moi c'est une révolution contemporaine dans tout, dans l'objet aussi, puisque c'est aussi le... Il y avait déjà du roman graphique en France, il y avait déjà du roman graphique francophone, mais le roman graphique jusque-là, je trouve, était en tout cas popularisé comme étant un genre très personnel, souvent un genre de biographie, ou alors qui était très tourné sur le tragique. On suivait le destin d'un personnage, et ça a complètement changé la façon de voir l'objet dans sa matérialité. C'est-à-dire que même au lieu de faire une série en 48 pages cartonnées couleur, là, on va changer d'objet. Et on va commencer peut-être par justement faire des séries sur les internets, donc pour expérimenter des nouvelles façons de narrer les histoires, avec de la musique, avec des bruitages, avec des nouvelles mises en scène. Et avec ces nouvelles mises en scène, ça donne aussi des nouvelles idées pour créer des objets livres et pour créer des nouveaux objets de lecture. Et je crois que j'ai un peu dit l'essentiel de ma pensée, c'est que si vous aimez la bande dessinée, je vous recommande vraiment de traîner sur Attaque Surprise. Si vous aimez qu'on vous raconte des histoires, je crois que j'ai jamais autant été happée par des récits, emportée par des histoires. J'avais vraiment l'impression d'être comme quand j'étais enfant et que je découvrais des livres où qu'on me racontait des histoires. Ça prend aux tripes, ça brasse plein d'émotions en tant que lectorat, ça donne plein de belles idées. Et ouais, c'est pour moi quelque chose qui a lancé aussi, pas lancé sur l'idée de ça a mis en avant, mais ça a permis de faire ses armes à des gens qui révolutionnent cet art, comme je le citais précédemment, comme Gauvin Manhattan, comme Myriam Mal, comme Sophie Bédard, comme Sviane, comme Exaeva, enfin toute une génération de personnes qui vont réfléchir plus loin que faire une bande dessinée, c'est dessiner des choses dans des cases, c'est créer un objet qui va véhiculer des valeurs qui sont les nôtres et qui vont véhiculer des messages et des principes qu'on a. Merci, ça fait hyper plaisir, c'est vraiment rassurant d'avoir ce genre de retour, car nous aussi on se sentait vraiment plus trop en accord avec la BD française à ce moment-là, enfin francophone à ce moment-là. C'était difficile d'avoir autant de mal à publier et à entrer dans le marché. Bah oui, c'est ça, et c'est aussi des choses qui ont été difficiles, et j'en parlais avec Quentin Rigaud quand on s'est croisés pour la dédicace aux Utopiales, du coup je suis le blog depuis tellement longtemps, à chaque fois que je vois qu'une nouvelle BD va être publiée, quand j'ai vu que Mécanique était publié, quand j'ai vu que Stigma était publié, j'étais personnellement et aussi extrêmement émue, en disant oh, c'est mes poulains, ça fait des années que j'attends ça, et je suis ravie que ça marche. Et vraiment, moi c'est des BD, j'en parle tout le temps, je les achète toujours pour pouvoir les prêter, parce que parce qu'on peut pas réduire la bande dessinée
à une vieille génération qui s'embourbe, je trouve, dans des sujets et dans des façons de faire, alors même qu'il y a une concentration de talents qui méritent beaucoup de choses et qui essayent juste d'avoir leur place et de faire sa place. Et je trouve ça super intéressant. Et enfin, c'est vraiment un vivier de création qui, d'un point de vue de mon point de vue de lecteur, mais aussi de mon point de vue de chercheur sur la bande dessinée, qui ouvre une tonne de portes, une tonne de possibilités. Et en fait, c'est aussi ce genre de choses et ce genre d'initiative, donc comme le secret des cailloux qui brille, qui prouve que, ben, oui, l'art, il est toujours là, c'est toujours vivant, mais bien sûr que, comme toujours, il faut se renouveler, il faut créer des nouvelles choses, et ça a été, dans ces moments-là, des périodes un peu difficiles où, ben, il y avait des si belles alternatives qui étaient faites, et on se rendait compte que le milieu était très fermé, parce que, comme tous les petits milieux, on en parle pour la BD, on en parle pour le jeu vidéo, on en parle aux utopiales pour la science-fiction, hein. C'est des petits milieux qui sont très fermés, c'est beaucoup d'entre-soi. Et donc, il y a toujours le même problème et c'est plutôt classique, une ancienne génération qui essaye de garder une mainmise et plutôt une souveraineté sur une façon de faire qui est la leur, mais qui a fonctionné et qui a fait ses preuves, et une génération plus jeune qui tente des nouvelles choses. C'est pas propre à la bande dessinée, je pense que dans l'art c'est toujours comme ça. Je pense que c'est quelque chose de très classique et c'est vraiment cyclique, quoi. Il y a toujours ce truc de ben, on a des nouvelles idées, on veut essayer des nouvelles choses, on veut montrer que nous aussi on a des choses à dire, et il y a toujours donc des différentes pressions. Et le monde de la bande dessinée étant un monde très cloisonné, c'est compliqué quand on veut juste montrer ce qu'on a et qu'on est une personne plus jeune et pas de la même génération qui fait pas les mêmes choses, de montrer. Et surtout, il y a une espèce d'impression on demande toujours de faire ses preuves, alors que ces preuves, elles seront jamais suffisantes, puisque même la façon d'appréhender cet art n'est pas la même. Donc bien sûr que c'est pas possible de faire du classique franco-belge quand on veut juste révolutionner ces structures narratives avec lesquelles on peut faire des belles choses. Enfin, franchement, j'ai l'impression que je critique beaucoup la BD franco-belge, mais j'aime aussi beaucoup ça. Il y a des très belles choses qui se font, et même aujourd'hui, il y a des très bonnes séries qui sortent dans le format 48 pages cartonné couleur. On peut citer Poussière de Geoffroy Monde, on peut citer Bergère guerrière d'Amélie Fléchet et son man qui scénarise, et j'ai oublié son nom, désolé man. Bergère guerrière, j'ai pas encore lu la fin, ne spoilez pas. Léo a pleuré, donc je pense que je vais pleurer aussi, mais j'ai pas encore lu. Garnier, bah oui c'est ça, Fléchet et Garnier. Ça c'est une super série aussi. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre en franco-belge? En vrai j'en lis plein, comme d'habitude. Je n'ai plus aucun souvenir de rien, donc ma seule réponse c'est Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Je ne connais plus rien du tout. Mais oui voilà, donc je vous recommande de jeter un œil si vous connaissez pas. Et si vous connaissez, eh ben, n'hésitez pas à en parler. Et si vous voulez que je vous en prête, c'est avec grand plaisir. J'en ai plein. Et j'ai aussi plein de fanzines à prêter. Parce que j'adore les fanzines, donc j'en ai acheté plein. J'en achète plein. C'est un des gens qui gravitent aussi autour de la bande Attaque Surprise. Bah voilà. Mais du coup, c'est très drôle parce que quand je rencontre des gens, des auteuristes en dédicace, souvent la question c'est ah oui, comment est-ce que tu connais? Et quand j'arrive en disant je suis depuis Attaque Surprise, les gens sont souvent surpris en disant ah mais ça fait autant de temps
Et ben... Bah ouais, ouais, ça fait longtemps. Mais en même temps, bah, je sais pas, à chaque fois, il y a des... Tous les projets sont incroyables, alors pourquoi s'en priver? Pourquoi se priver de bande dessinée interactive? Pourquoi se priver, on en parlait la dernière fois avec Risotto, mais de l'Atlas des mondes fantastiques? D'ailleurs, t'as participé à ça, Xaeva, c'était trop bien. Enfin, à chaque fois, les projets, ils sont géniaux. Pourquoi est-ce que même... pourquoi est-ce que même j'irais lire autre chose? J'irais m'embêter à lire de la bande dessinée qui, je pense, va pas non plus me plaire, alors que tous les projets sont absolument incroyables. Bah oui, je m'en suis doutée, ça regroupe beaucoup de gens de cette bande. Quand, quand je suis tombée, vraiment, je suis tombée par hasard sur le crowdfunding de l'Atlas des mondes fantastiques. Je me suis dit, oh, ça a l'air fun, j'aime bien les atlas, enfin, j'adore les cartes et tout. Et j'ai commencé à juste scroller les noms des gens qui participaient, et j'étais vraiment en me disant, ah, oui, je prends. Il n'y a aucune hésitation, je connais beaucoup de ces noms, et vraiment, ben... En fait, c'est pas... Pour moi, c'est un gage de qualité, c'est... Tous les projets sont absolument géniaux, donc à chaque fois, je saute dedans les pieds joints, parce que comment être déçu quand justement les gens ils ont des projets aussi géniaux que, bah voilà, par exemple, faire un immense atlas avec des cartes et parfois des bestiaires pour les gens qui veulent faire du jeu de rôle, et ou juste même pour les gens qui aiment les cartes ou qui aiment les beaux livres. Et je sais pas, je trouve ça tellement satisfaisant et tellement... Enfin, encore une fois, cet atlas, c'est une nouvelle manière de créer autour de la bande dessinée, puisque ça fonctionne par illustration, mais au début, il y a des notes explicatives et aussi des petites bandes dessinées qui expliquent comment fonctionne le jeu de rôle. Et je crois que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, cette plasticité entre les différents arts et les différents médias. Le fait de se dire, bon, bah, on va faire ça, mais ça va être utilisé pour du jeu de rôle, par exemple, ou de l'impro. Et voilà, donc faire des livres dont vous êtes le héros, faire des cartes pour des jeux de rôle, faire des BD interactives. Oui, niveau éditorial, c'était, ça devait être quelque chose d'assez impressionnant. On en avait parlé avec Risotto, qui disait que elle avait croisé Pam, donc l'éditeur à Quai des Bulles, et il disait en fait c'est hyper étrange de rencontrer des gens qui ont déjà le livre, parce que on l'a envoyé après la fin du Kickstarter, mais on n'a pas eu de retour. On sait toujours pas si le projet pourra être édité réellement et distribué en librairie. Ouais. Et... Enfin, je vous le souhaite parce que c'est quand même un sacré projet. Ça a dû être éditorialement hyper compliqué à gérer. Surtout qu'il y a des pages qui se déplient. Enfin, c'est vraiment... des zinzinades incroyables, et c'est visuellement une petite merveille. Vraiment, ça vaut le coup de l'avoir, même si vous voulez pas faire de jeu de rôle, même si vous voulez juste le feuilleter. C'est un immense plaisir à chaque fois. Et puis alors, Pam a fait un travail de dingue, c'est vraiment lui qui a tout organisé, mis en page, géré les impressions. Ouais, ça devait être un travail absolument colossal. Et bah, je suivais régulièrement dans les mails qu'il envoyait, les réponses, les réponses qu'il avait eues des imprimeurs, les problèmes qu'il avait eu avec le papier, avec du coup aussi les envies que lui il projetait sur le livre. Et ouais, ça devait être un travail vraiment zinzin. Et si jamais vous êtes dans le coin et que vous voulez le regarder, il est évidemment à la maison. Je crois que Risotto l'a aussi. Donc le gros problème des pénuries de papier. Ouais, c'était complexe. Et c'est toujours complexe. Enfin, j'essaye de mettre de l'argent de côté pour acheter régulièrement des BD, parce que le problème de pénurie de papier me fait aussi, en tant que lecteur
plutôt peur. Du coup, je fais mes petites listes de qu'est-ce que je dois acheter en priorité, quelle série je dois finir avant qu'on se retrouve dans une crise totale, qu'il n'y ait plus de papier. C'est pour ça que le tome 2 de Mécanique était plus cher. Je me rappelle même plus. Je me rappelais même plus qu'il était plus cher. Ah ouais, bah si. Ok. Qu'il n'y a pas d'impression d'intérieur de couve. Ah ouais, c'est pour ça. Bah écoute, merci, merci de me l'apprendre. J'avoue, même pas capté que le 2 était plus cher parce que je les ai pas achetés en même temps. Ok, mais je crois qu'en plus la pénurie est pas terminée et que ça va encore, enfin que ça va durer et que il va y avoir des soucis pour toutes les futures impressions. Ouais, c'est-à-dire que je vous montre sur le tome 1, hop, à l'intérieur de la couverture, il y a un petit décor. Et donc sur le tome 2, il n'y en a pas. Bah, je comprends que, enfin, je comprends qu'effectivement, de votre point de vue, c'était important. Après, je pense que les gens l'auraient payé même un peu plus cher. Enfin, en tout cas, j'avoue, moi, je l'aurais pris même plus cher parce que même le premier, ça me semblait, il me semblait pas si cher. Mais c'est vrai que c'est toujours un gros problème avec la bande dessinée, c'est que ben ça coûte son prix et qu'en plus les autoristes sont pas du tout suffisamment rémunérés là-dessus. Donc il faut trouver des nouvelles façons de faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers l'auto-édition. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers les crowdfunding pour justement réussir à être édité, mais surtout à être payé comme il se doit. J'ai toujours envie de proposer les livres les moins chers possibles. J'aurais voulu que le tome 2 soit aussi en dessous de 20 €. Ben, je comprends ton point de vue parce que je trouve la BD trop chère et j'aimerais plus de format petit, noir et blanc, plus proche du manga. Ouais, je comprends aussi. Bah, c'est vrai que éditorialement parlant, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que un manga, on va avoir 200 pages en noir et blanc et ça va coûter entre 6,95 ou 7,95, alors qu'une bande dessinée, on est à peu près sur le même nombre de pages, souvent. Je dis souvent parce que là j'ai Stigma sous la main et que Stigma il fait 700 pages, mais du coup ça fait que effectivement la mise en page est différente, les couvertures sont différentes et du coup les prix d'achat sont différents. Coucou Will, est-ce que ça a bien été ton dessin? On est en train de parler de la bande dessinée et des prix dans la bande dessinée. Et oui, c'est ça, franchement, 400 pages, c'est quand même des pavés, quoi. Enfin, moi, je trouve que le prix, il est pas exagéré. Moi aussi, j'aimerais que les BD soient moins chères, mais en fait, il y a aussi le truc de, j'aimerais aussi que les autoristes soient mieux rémunérés, donc l'un dans l'autre, il y a aussi des fois où je préfère payer cher en me disant que au moins vous aurez des sous, même si je sais que c'est pas toujours le cas, que ça dépend aussi des maisons d'édition. Mon live est fini, ça a encore pas marché le raid ni le host, donc j'ai copié-collé le lien en masse. Merci beaucoup, et on va peut-être bientôt trouver la solution pour faire des raids. J'avoue que moi non plus, je sais pas comment faire, il va falloir se pencher là-dessus. Ça demande vraiment trop de compétences transversales. Je suis tout le temps perdue entre OBS, les choses dont je veux parler, le chat, tous les trucs qui marchent pas d'OBS.
Ouais, je te rejoins là-dessus, effectivement, c'est un problème qui vient du système global de l'édition plutôt que le prix de vente. C'est quelque chose qui a toujours existé depuis les débuts de la bande dessinée. C'est un média qui est très peu valorisé, en particulier au niveau des artistes et au niveau des salaires des artistes. Au début, la plupart des gens qui faisaient de la BD travaillaient dans les journaux. Et en fait, c'est pareil, la rémunération, elle était plutôt moindre. Et je pense que alors déjà que le système global de l'édition, c'est pas un système qui est incroyablement fonctionnel, parce que c'est un système qui met en valeur la maison d'édition et qui profite énormément à la maison d'édition et à la distribution plutôt qu'aux personnes qui écrivent. Il n'y a qu'environ 10%, parfois moins, du prix de vente qui va à l'auteurus. C'est vraiment négligeable. Et voilà, et ça, moi par exemple, c'est quelque chose que je trouve comme pas logique, absolument illogique. Ça n'a aucun sens. C'est plus que négligeable, quoi. Et donc, pour moi, c'est un système qui devrait totalement être revu, parce que on peut pas se réclamer d'être, comme la France le fait très souvent, le pays de la bande dessinée si on ne s'occupe pas des gens qui font de la bande dessinée. Après, ça, c'est le classique coup du gouvernement français oui, on est aussi un grand studio de jeux vidéo. Et en fait, on s'en branle du jeu vidéo, on dit ça juste pour se la péter. Comme la France et la bande dessinée, on dit ça juste pour se la péter, mais concrètement, il n'y a aucune action qui va être mise en place pour promouvoir la bande dessinée, pour rendre la bande dessinée plus accessible, pour augmenter la visibilité de la bande dessinée. C'est tout ce qui est fait, et c'est plutôt dérisoire. Donc c'est pas des vraies propositions qui sont faites. Je pense que ce mode de fonctionnement, qui est aussi très lié au système capitaliste, c'est pas un mode de fonctionnement qui fonctionne. Bravo Moustique, retrouvez-moi vraiment tous les lundis et tous les mardis pour des critiques économiques de profondeur. Voilà, le fonctionnement ne fonctionne pas du capitalisme, point. Ce que je veux dire, c'est que je suis trop fatiguée pour faire des phrases. Ma seule phrase qu'il y avait dans ma tête, c'était tout ça pour... ce que je voulais dire, c'est que ça fonctionne pas. Mais en fait, je l'ai déjà dit. Bien sûr que avoir un système productiviste qui va être précarisant pour les gens qui fabriquent ces objets, c'est absolument illogique. D'un point de vue purement... je sais pas, d'un point de vue purement logique et rationnel, ça ne fait aucun sens. Ça veut dire qu'il y a forcément des dynamiques sous-jacentes économiques qui font que ça fonctionne comme ça, et again and again and again, c'est pas les gens qui fabriquent les choses qui sont écoutés, c'est les gens qui possèdent les actions des choses qui sont écoutées. Et là, il y a eu la reconnaissance du statut d'artiste-auteur qui est passé, mais ça a été énormément de lutte de la part de la Ligue des artistes et des auteuristes. Ça fait, honnêtement, ça fait plus de... de mon point de vue, ça fait vraiment, déjà depuis très longtemps qu'il y a une lutte. Là, ça fait 5 ans que la lutte, elle s'intensifie, et on en est à vraiment rien, à ce que les gens ils disent « Ah ouais, c'est vrai que on reconnaît que être auteuriste, c'est précarisant. » Wouhou! Le système capitaliste capitalise sur le capital. Je suis un grand philosophe et je dis que le capitalisme capitalise. Voilà. Je suis peut-être meilleure en analyse de bande dessinée qu'en analyse économique. Désolée. En même temps, j'ai pas fait écho. J'ai fait BD, donc j'ai pas fait BD, j'ai menti. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur internet.
J'ai fait de la littérature comparée. C'était bien. Oui, bah oui, je suis d'accord avec toi, c'est très accurate, mais c'est aussi très descriptif. Je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'aurais dû préparer un PowerPoint, comme ça je vous aurais montré plus de choses. Comme quoi finalement, il faut toujours que je m'écoute parce que j'ai raison. On va revenir sur le stream. J'ai cassé mon ordinateur. Il n'y a plus rien qui marche, tout lag. C'est terrible. Vraiment un enfer. C'est pour ça qu'avoir des retours comme les tiens, c'est hyper motivant. Bah, j'essaye souvent de faire des retours. Après, c'est vrai que c'est aussi difficile parce que bah il y a des fois où je j'ai pas de quoi faire des retours, où je croise pas les gens. Mais oui, je suis là pour faire des pep talks motivants et pour dire ce que vous faites est incroyable, n'arrêtez pas. N'arrêtez jamais. Car, enfin, sauf si vous avez envie d'arrêter, je vais pas vous forcer. Mais moi, je suis extrêmement content que vous continuiez. Oui, c'est très dur de survivre et d'éditer des projets différents. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, je sais pas si t'étais là tout à l'heure, j'ai dit que bientôt, quand j'aurai un ordinateur qui lag pas, je ferai Still Heroes en live parce que j'ai super envie d'y jouer. Ah, comme ça, je peux vous montrer mon beau t-shirt du secret des cailloux qui brille. Là, il y a le diamant en dessous. C'est trop bien. Oui, surprise. Je vais faire le jeu en ligne sur les internets. Bah, genre, me remercie pas, c'est moi qui te remercierai quand j'aurai fini. Merci d'avoir fait un jeu. On va aussi faire bisous de feu quand mon ordinateur arrêtera de planter. Mais je sais pas, ça me semble aussi hyper important, justement, parce que moi j'adore ça, et c'est ma passion. Et si je peux prêter un peu d'attention pour que on parle vraiment des gens qui créent toutes ces œuvres absolument incroyables, donc ben go for it. C'est vraiment une BD plus qu'un jeu. Enfin, tu verras. Ouais, j'ai hâte. J'ai très très hâte. Mais effectivement, là, avec mon ordinateur qui plante, on verra quand je serai riche de la Twitch Money. C'est-à-dire pas là, puisque je pense que ce mois-ci, je vais gagner 3 $ grâce à Twitch. Je vais mettre les sous dans ma petite cagnotte de Twitch. Et après j'aurai un nouvel ordinateur et on pourra faire des trucs fous. Mais j'ai très hâte de faire ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en attente, qui vont être trop bien. Moi, là, je vous en ai pas parlé, mais je vous en parlerai, je pense, bientôt. J'ai acheté Titan Terrible, qui est une revue d'auteuristes nantaises. Donc, il y a évidemment ce cher Gauvin qui publie dedans, donc je vous en parlerai aussi un peu plus en détail. Je pense qu'un de ces quatre, je vous parlerai de fanzine parce que j'en ai plein et j'aimerais vous parler de Persil et Perséphone qui sont des personnages créés par Myriam Mal dans ses fanzines. Est-ce que j'ai implémenté une page de don? Non, parce que bah déjà, je sais pas c'est quoi. Faut que je le fasse. Ça fait partie des projets, des choses à faire dans la semaine là. Ça va être gérer tout ça. Donc voilà, je crois que Sophie Bédard sort une BD bientôt. En tout cas, en fait, je suis tout le temps dans l'attente de la prochaine BD de Sophie Bédard. Donc, on espère que Sophie sort une BD bientôt. Je croyais avoir vu ça. Donc, évidemment, je vous en parlerai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Elle est sortie! Yes! Ah oui, mais est-ce qu'elle est sortie en France? Parce qu'elle est sortie au Québec, mais je crois que nous, on va encore la voir
tard. Ok Will, je vais regarder ça. Je pense que je parle de Félix, bah oui, c'est ça. Ah yes. Bon. Bah, je vais vous parler bientôt de la prochaine BD de Sophie. Parce que j'adore les BD de Sophie. C'est chez La Ville Brûle, trop bien. Je suis super content. Trop cool. Bah j'ai super hâte. Ouais, je vois les éditions La Ville Brûle. On en avait parlé. On avait parlé avec Myriam quand elle était passée en France. Vous avez passée à Nantes. Poste lui. J'espère qu'elle va bien. Mais moi j'avais travaillé avec Sophie quand j'étais jeune, back in the days, il y a 5 ans, quand je travaillais à Montréal. J'avais un projet d'illustration pour des articles que j'écrivais, et j'avais demandé à Sophie. Et donc il y avait Sophie, Iris, Caton et Mélodie Vachon-Boucher qui m'avaient fait des illus pour mes articles. C'était trop bien. J'ai été trop content. Voilà. Alors, et si vous n'avez jamais lu, mon top 1 recommandation, c'est la liste des choses qui existent de Iris et Caton. Et j'espère que c'est encore dispo sur les internets. Iris et Caton, spécialiste des bébés. Il y a 5 épisodes. Je crois que j'ai jamais autant ri de toute ma vie que quand j'ai découvert Iris et Caton, spécialiste des bébés. Ce sont des épisodes thématiques sur les bébés. Comment est-ce que ça fonctionne? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut leur faire faire ou pas? C'est très intéressant. Si vous vous posez des questions sur les bébés, je vous recommande 1000 fois cette BD. Et d'ailleurs, si vous pensez connaître les bébés, je vous recommande aussi très fortement cette bande dessinée qui va vous apprendre plein de choses. Et vous allez découvrir qu'en fait, vous connaissez pas tant de choses que ça sur les bébés. C'est mon top 1 conseil, c'est ça. Bon, ça fait 1h42, j'ai fini ma tasse. J'adore comment tu connais tous mes amis. Ben, j'ai une passion pour la bande dessinée. Et donc, je lis tout ce qui me tombe sous la main. Mais du coup, c'est un petit peu de ta faute, puisque tu fais des trucs stylés, tous tes amis font des trucs stylés. Remettons en question. Bim. Réparti. Mais bah oui... c'est plein de gens que je lis depuis très longtemps, de choses que j'ai découvertes au fur et à mesure, et du coup, bah, en un an à Montréal, j'ai aussi beaucoup fouillé la bande dessinée québécoise, et en fait, c'est pile ce que j'adore en bande dessinée. Donc, voilà. Je suis obligée de tomber dedans. À chaque fois, c'est incroyable. Là, je vais acheter la BD de Sophie, je vais dire, c'est incroyable, super, voilà. Encore une fois. Puis après, je vais acheter encore une autre BD. Qu'est-ce que je voulais acheter? Bah si, Football Fantasy, parce que j'ai toujours pas lu la fin de Football Fantasy, et je vais dire, ah bah super, c'est trop génial. Voilà, je le savais. Bah franchement... J'espère que ça te motive. Moi, ça me motive à continuer à lire, à continuer à découvrir des choses. Et du coup, ça me motive aussi à continuer à faire des débriefs de ça. Donc peut-être que la prochaine fois, on va faire peut-être un live sur la bande dessinée québécoise. Ça va être trop bien. J'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. C'est trop, j'aime trop. On pourra parler de Catherine Oslo, qui est trop bien. On pourra parler, elle est pas québécoise, mais elle habite à Montréal, de Julie Delporte, qui fait des trucs incroyables. Il manque vraiment un contenu internet sur ce milieu-là de la BD. Eh ben écoute, je prends le slot, je le fais. Voilà. Et ben je vais faire des reviews BD
Alors, en plus, ça tombe bien parce que mardi prochain, de 16h à 18h, je fais un live en direct du salon et donc en direct de ma BD Tech. Et on va parler surtout de recommandations de BD queer. Parce que. Voilà. Voilà. J'aime ça. Et voilà. Est-ce que j'ai une chaîne YouTube où tu postes des vidéos? Oui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Radio Moustique. Pour le moment, j'ai pas beaucoup de vidéos. Je dois avoir les débriefs des Utopiales et puis ma vidéo sur la représentation queer dans les dessins animés. Et du coup, c'est des lives YouTube qui sont mis donc. Enfin, des lives Twitch qui sont mis. Bientôt, je me mets à YouTube pour regarder comment ça fonctionne et arriver un peu à monter des vidéos pour faire des trucs un peu plus propres. Mais c'est vrai que en fait, je parle pas assez de BD. Et là, dans ma chambre, il y a pousse ta tête Carrie. Juste 300 mangas, mais pas beaucoup de BD. Donc, en fait, c'est trop bien parce que ça t'encourage, mais moi aussi ça m'encourage parce que je me demandais si c'était pas déjà fait et si ça allait plaire ou pas. Ursula ne fait pas d'efforts. Donc Ursula Requin, cette grande penseuse, ne travaille pas très bien avec moi. Pour le montage, j'utilise DaVinci Resolve, c'est un logiciel complet gratuit. Et ok. Je vais m'y mettre et du coup c'est chouette parce que toi ça te motive à travailler et moi ça me motive parce que je me demandais justement si c'était pas déjà fait. Et voilà, mardi prochain en direct de ma BD Tech. Et maintenant qu'on en parle, je pense que je vais essayer plutôt de faire des reviews un peu plus complètes sur les BD. Peut-être je ferai des plus petits épisodes format capsule pour donner mon avis sur tout ce que je lis. Ça pourrait être cool aussi. Tout le monde parle que de manga, mais vous allez être en direct de ma BD Tech. Comme ça, je pourrais faire, ça serait quand même pas mal, je pense. Des petites capsules où, genre, aujourd'hui, je vous présente Mekaniki. Trop bien. C'est trop cool parce que je me demandais aussi comment est-ce que j'arriverais à... Enfin, quel type de live faire et sur quoi me concentrer. Et ça me donne des nouveaux centres et des nouveaux sujets. C'est trop cool. Il y a un chat. Salut Gilles. Trop bien. Merci pour tous ces conseils en vrai. Merci Exaeva. Merci Will d'être venu. Merci Captain Crispy d'être passé aussi tout à l'heure. Je pense que je vais conclure ce live et je vais le mettre demain sur les internets. J'ai un blage en assistant. Oui, Ursula Requin de son petit nom qui travaille avec moi. Il y a un chat derrière moi et je le sens faire des allers-retours. Je suis un petit peu stressée. Je sais pas ce qui va se passer. Et merci beaucoup d'être venu. Et à la prochaine. La vidéo de lundi et la vidéo donc d'aujourd'hui mardi seront normalement dispo sur YouTube, soit ce soir, soit demain. Et puis, à la prochaine. Bonne soirée tout le monde et à bientôt. Et merci à vous.